Alors, autour de la table, Marc Toiti, bonsoir. Bonsoir. On va revenir avec vous sur ce qui s'est passé aujourd'hui du côté des marchés financiers. Avec Grosse plaisir. agitation ce matin, c'était plus calme cet après-midi. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur la politique économique que mettra en place le nouveau président américain. Thierry Arnaud, sur l'aspect politique en France et notamment les réactions des uns et des autres et celle de François Hollande. Vous êtes le chef du service politique du BFM TV, je rappelle. Ulysse Gosset à mes côtés, bien entendu. Et Gilbert Collard, bonsoir. Oui, bonsoir. Marine Le Pen a été la première à réagir sur Twitter. Elle veut imiter Trump en 2017, c'est ça? Ah ben moi j'aimerais bien qu'elle limite du point de vue du résultat, oui. Oui, ça serait une très très bonne nouvelle. Non, je crois que Marine a perçu, comme beaucoup d'entre nous, qu'on assistait à un véritable renversement d'un système de valeurs et de prescriptions, quoi. C'est une subversion électorale à laquelle on assiste, hein. Il y a tout un monde de pensées, de relations, de réflexions, de copinage qui est en train de tomber. Moi, ce matin, à 5h, 5h30, quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, c'est le plus beau coup de pied au cul qu'on puisse donner au monde des bobos, des médias, de la politique, des sondages. Et j'ai été très content de ce bouleversement sociétal, quoi. Il y a quelque chose qui bouge. Et ça en quoi, pour vous, la victoire de Trump est une bonne nouvelle? Ben parce que ça constitue une subversion électorale. Ça constitue une manière de bousculer un établissement qui regroupe un consortium de gens, quoi. Alors ne prenez pas pour vous, par pitié, hein, des gens des médias, des gens de la politique, qui font métier de politique, qui n'ont jamais gagné un sou en dehors de la politique, qui n'ont pas géré d'entreprise. Personne n'a vu venir le phénomène? Non, personne l'a vu venir, non. Personne, mais pourquoi? Parce que ce monde politique, oui, lui il l'a vu venir, c'est vrai, oui. Enfin, nous aussi, hein, mais nous on était maudits quand on le disait. Bon. Non, mais d'un point de vue économique, je le disais, mais bon. D'un point de vue économique aussi, puis du point de vue aussi. Oui, mais je repose ma question. En quoi la victoire de Trump est une bonne chose pour la France? Mais c'est une bonne chose pour avant tout député. Oui, mais je vois, j'ai un point commun avec Trump, c'est que je fais passer mon pays avant les autres pays. Et Trump a bien dit, je m'occupe d'abord de l'Amérique et après des autres pays. Je trouve que c'est une bonne chose d'un point de vue révolutionnaire. Je pense que c'est un vent d'Amérique qui arrive et qui va bousculer la systématique dans laquelle on est formolé, quoi. Je dirais, il faut que quelque chose bouge, quoi. Il y en a marre des donneurs de leçons, il y en a assez des gens qui se satisfont toujours de leurs propres paroles. Bon, il faut que ça bouge, sinon je dirais... Vous avez entendu les réactions des uns des autres. Alain Juppé s'est posé un peu en rempart face à ce qu'il appelle le candidat démagogue extrémiste qui dit n'importe quoi. Oh, bon, mais là encore, voilà. C'est le prototype, si vous voulez, de phrase qui exaspère les gens, quoi. Juppé, on l'a vu à l'époque de Chirac. Bon, ils avaient le même programme que le Front National, hein. Ça a été diffusé un peu partout. Bon, et aujourd'hui, il vient faire la leçon. Bon, ça veut rien dire, ça. Le peuple américain, il n'est pas démagogue, il n'est pas populiste. Bon, il a exprimé. Il n'est pas raciste. Il y a des États où le racisme frappe et où Obama n'a rien fait, quoi. Je veux dire, vous savez, j'aurais voté Obama personnellement. Parce que j'étais très heureux. Ah, pas là, hein, en 2008. Non, en 2008. Ah bah, d'accord. En 2008, vous auriez voté Obama, oui. Et là, vous auriez voté Trump. Oui. Et j'aurais voté Obama parce que j'aurais été très heureux qu'un noir arrive au pouvoir. Et pas une femme. Pour donner. Mais si la femme avait été, si c'était Madame Trump, j'aurais voté Madame Trump. C'est pas le sexe de la personne qui me dérange, moi. C'est plus mignonne cerveau. qu'Hillary, c'est vrai. C'est le cerveau, vous comprenez, bon. Hein, alors vous me direz, si Madonna avait respecté ses engagements, peut-être que j'aurais voté Clinton, mais ça c'est bon. Je dis pas ce que j'aurais fait dans l'isoloir. Hein. Gilbert Collard, qu'attendez-vous de la France qui va devoir maintenant travailler avec Donald Trump? Alors il n'est pas encore président, ça sera le 20 janvier. François Hollande a dit c'est une période quand même d'incertitude qui s'ouvre. Donald Trump est déjà un homme d'État. C'est déjà un homme d'État. Son discours qui reprend du reste, j'ai été frappé. Le discours de Lincoln, hein, il reprend quasiment mot pour mot des propos dans le discours de Lincoln sur l'Union, sur l'unité de l'Union. Hein. Bon, il a dit je serai le président de tous les Américains. Voilà. Bon, il va entrer dans les vêtements du président de la République. Il va pas continuer à faire la campagne électorale. Ce sont quand même deux choses différentes. Ce que je crains en revanche, avoir le comportement de notre ambassadeur à Washington, qui a fait un tweet tout de suite en disant que c'est un effondrement, et avoir le comportement de notre président de la République, c'est qu'on arrive à s'acheter à la fois avec les Russes et avec les Américains. Et vous avez peur que Poutine et Trump s'entendent sur notre dos? Non, je crois pas.
si la politique française, si la diplomatie française, continue à se comporter comme elle se comporte, on va être complètement isolé. Thierry Arnaud, c'est vrai que très rapidement, alors Marine Le Pen a été la première, mais très rapidement, les responsables politiques français, à droite comme à gauche, ont réagi, et on a l'impression que chacun voulait récupérer finalement ce qui s'est passé aux États-Unis à son propre compte dans sa campagne. En tout cas, essayer d'en tirer les leçons, effectivement, ça fait aucun doute. Alors chacun, évidemment, à sa manière. Je voulais juste commenter en disant simplement que avant que Donald Trump arrive à ressembler à Abraham Lincoln, il me semble qu'il y a quand même un peu de marge encore. Et voilà. Oui, ça, j'adore. Je me doute bien que vous adorez. Je me doute bien que vous adorez. J'adore. Vous savez que Lincoln, vous savez, il n'était pas pour l'abolition de l'esclavage. Vous le savez, il ça. n'a pas toujours été, non? Ouais, ben voilà, bon, il a eu un chemin très compliqué, Lincoln, vous le savez. Oui. Avec des propos sur les Noirs particulièrement scandaleux. Oui. Bon, il a évolué. Et alors, j'ai pas dit que Lincoln était un homme parfait, qui n'avait jamais changé d'avis. Donc Trump va évoluer. Vous dites que c'était quand même un peu scandaleux ce qu'il disait et qu'il va évoluer. Entre nous, docteur Freud, qui êtes-vous pour juger définitivement de l'avis de M. Trump? Mais je donne mon avis comme vous le donnez. C'est un avis. Je suis pas. C'est un avis consultatif. Il n'est pas moins infondé que le vôtre. Non, mais vous êtes un expert en plus. Alors, revenons à ce qu'a dit notamment François Hollande, qui lui avait publiquement dit son souhait de voir Hillary Clinton présidente. Oui, alors c'est très clair. Et d'ailleurs, si on retrouve les bonnes feuilles du livre de Davé et l'homme, il dit que Donald Trump, ce qui l'anime, c'est la vulgarité. C'est un être, je trouve, vulgaire dans tous les sens du terme. Donc les choses sont assez claires. Pour lui, l'élection de Donald Trump, c'est une très mauvaise nouvelle, à la fois parce qu'il considère que ça va rendre beaucoup plus difficile les relations avec les États-Unis, que ça va avoir une influence négative aussi sur un certain nombre d'autres dossiers. Est-ce qu'il va, comme il s'y est engagé, tirer un trait sur l'accord sur le réchauffement climatique? Est-ce qu'il va remettre en cause l'accord avec l'Iran, etc. Bref, tout un tas de sujets. Et puis aussi parce que il considère que cette victoire du populisme va avoir des conséquences sur le débat de politique intérieure. Tout le monde est d'accord pour dire que la plus heureuse aujourd'hui, c'est évidemment Marine Le Pen. Et d'ailleurs, globalement, la classe politique considère que l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Chacun y répond à sa manière. François Hollande en disant il faut combattre le populisme. C'est un peu aussi dans une certaine mesure ce que dit Alain Juppé, avec des mots différents, mais ça va dans le même sens. Marine Le Pen, elle, dit c'est une bonne nouvelle et il faut savoir s'en inspirer. Et Nicolas Sarkozy dit quelque chose qui n'est pas fondamentalement différent. Il dit voilà, c'est une condamnation de la pensée unique. Et on sent bien que lorsqu'il dit ça, Nicolas Sarkozy, il considère que ça renforce la façon dont il a mené sa campagne pour la primaire de la droite. Marc Toiti, panique des marchés financiers ce matin très tôt lorsqu'on a appris que Donald Trump serait le prochain président. Ce soir, je regardais les indicateurs, notamment à Paris, on a fini dans le vert, donc on s'est fait peur pour rien. Non, c'est-à-dire en fait, il y a eu une évolution, il y a eu effectivement un événement important, c'est le discours de victoire de Donald Trump. C'est-à-dire que il est clair, sans faire de la pub pour mon livre, c'est mon dernier livre, c'est le titre, c'est La fin d'un monde. La victoire de Trump, c'est la fin d'un monde, effectivement, mais ça ne veut pas dire que c'est le début de l'enfer. Et donc c'est vrai que au début, la bourse ce matin ouvre moins 5%, parce qu'on se dit, si effectivement il applique son programme, hausse des droits de douane de 50%, etc., ça commence à faire peur. Ça veut dire qu'il pourrait même avoir un fort ralentissement mondial, voire pire. Donc, crainte, inquiétude, et puis dans son discours de victoire, là, un autre homme. Il apaise, il rassemble. Et donc, il n'est pas du tout vindicateur. Au contraire, il dit voilà, je veux construire. Son programme, c'est quand même son programme reste le même. Hein. Il n'a pas changé. Mais ça veut dire quoi par rapport à ça? C'est-à-dire qu'il va certainement édulcorer son programme. Oui, bien sûr. Et ce qu'il a bien évoqué d'ailleurs. Qu'est-ce que craignent les marchés financiers dans le programme de Trump? Parce que c'est vrai que c'est un programme protectionniste, avec à la fois des baisses d'impôts très importantes. Alors non, il y a deux aspects. L'aspect baisse d'impôts, l'aspect relance budgétaire, ça tout le monde est content. Ça fait de la croissance. Et d'ailleurs, il a uniquement parlé de cela. Il n'a pas parlé des accords de libre-échange, des droits de douane, etc. Par contre, si effectivement il s'amuse à augmenter les droits de douane de 30 ou 40%, alors là c'est une guerre, je dirais commerciale qui est déjà forte mais qui va s'intensifier. Et là personne n'a y gagné parce que même les exportations américaines, je rappelle que chaque mois il y a un déficit extérieur américain de l'ordre de 40 milliards de dollars. Donc s'il y a des droits de douane, les autres pays vont faire pareil pour les produits américains, il y a encore plus de déficit. Donc ça c'est pas forcément, je dirais, une bonne dynamique. Oui. Par contre, ce qui rassure, et c'est important, c'est que aujourd'hui cette baisse d'impôts, cette relance budgétaire va générer de la croissance. Par contre, il y a un élément d'inquiétude pour nous, Européens. Il y en a deux, en fait. Le premier, c'est l'euro-dollar. C'est-à-dire qu'effectivement, Trump, il va avoir tendance à favoriser un dollar plus faible. Et à partir de là, l'euro va remonter. Si l'euro remonte, évidemment, on aura encore moins de croissance, qui est déjà particulièrement faible. Deuxième élément important, c'est que Obama laisse les États-Unis avec un déficit public de 4% du PIB, une dette publique de 100%, plus de 100% et Trump de veut la dépenser richesse. Aussi, hein. Et Trump veut dépenser, donc la question... Dans les infrastructures. Voilà, mais comment on finance ?
comment on finance? On va financer avec de la dette, Planche à avec de la planche à billets, mais in fine, il peut avoir effectivement, je dirais, des investisseurs qui disent stop. Et là, il y a un risque d'augmentation des taux d'intérêt des obligations de l'État américain, avec une contagion en Europe. Là, on a la double peine. Un euro trop fort, taux d'intérêt qui augmente. Et je pense que malheureusement, parce que c'est bientôt Thanksgiving, mais les Européens seront les dindons de la farce. Encore une fois. Donc, c'est vrai qu'on a plus de difficultés, nous, mais par contre, globalement, tout n'est pas à jeter. Il y aura quand même une croissance américaine qui va résister. Alors, Gilbert Collard, un illustre président disait le nationalisme, c'est la guerre. Le nationalisme, il triomphe en quelque sorte aux États-Unis. Il a triomphé en quelque sorte en Grande-Bretagne. Il triomphe dans d'autres pays en Europe. La Hongrie, peut-être en France avec Marine Le Pen. Donc, l'année 2017, c'est une année épouvantable. Guerre, hein. Attendez, là, vous parlez d'une époque qui remonte. Il n'y a pas de crainte. Non, parce que d'abord, j'étais frappé parce que vous venez de dire, vous parlez de victoire du populisme, mais j'ai pas entendu ni M. Obama ni Mme Clinton le dire, moi. Il y a que, excuse, hein, je veux pas. Je respecte votre opinion, bien sûr. Hein. Je la respecte, hein, c'est votre opinion, je la respecte. Je la partage pas, mais je la respecte. On n'est plus dans la campagne. Mais allons. Parce qu'il y a une transition à préparer. Si je peux. Ah, mais c'est une victoire démocratique, faut être honnête. On ne peut pas dire que tous les c'est une Américains victoire- sont populistes. voilà, bon, il n'y a pas un commentateur. Il y a une qui dit ça, victoire quoi. qui est là. Aux et États-Unis, effectivement, bon. derrière, Plaisanter. On voit Non, qu'Obama- bon, il y a un journal qui a été un peu agressif. En tout cas, on a Obama et on a Clinton qui viennent pas dire ce que vous dites, quoi. Bon, voilà. Clinton n'ont pas dit Voilà. ce que j'ai dit. Mais, ça, c'est certain. moi, je pense que C'est quand même beau. le nationalisme, quand il est exacerbé et qu'il prend une dimension guerrière, c'est la guerre. Et qu'il faut l'éviter à tout prix. Et que pour éviter précisément qu'on en arrive à des nationalismes exacerbés et guerriers, il faut d'abord redonner aux mots leur sens, ensuite éviter de mentir sur la réalité de ce que cachent les mots, et enfin régler les problèmes qui peuvent exaspérer les populations. Parce que c'est pas avec l'eau bénite des mots qu'on arrive à régler les problèmes. Hein. Moi, j'entends un peu partout, quand on parle de l'élection de Trump, un catéchisme de réprobation verbale. Quoi. Attends, Enfin, il y a eu quand même des déclarations particulièrement choquantes Lesquelles sur les femmes, enfin, des sur certaines minorités. Une façon aussi d'exclure une partie je des suis Américains. d'accord, mais moi, il y a plein de propos que M. Trump a tenus, que j'aurais, s'il avait été en face de moi, condamné. Hein. Je lui aurais dit, mais ça va pas, non de tenir de tels propos. Mais regardez, quand on a eu l'affaire DSK... C'est pas ce qui est important, on en a fait. eu Cannes qui l'a défendu, on a BHL qui l'a défendu. Bon, je vais pas faire le catalogue de tous les gens qui ont pris sa défense. Bon, or, le comportement de DSK, à mes yeux, était beaucoup plus vulgaire. Il n'est pas devenu président de la République, alors que Trump est président des États-Unis. Vous croyez... Attendez, franchement, vous croyez que c'est les propos excessifs qu'il a pu tenir je retiens que et ces le mari propos vous ont choqué également. Et Clinton, non, et M. Clinton, non, et ses cigares, non. Alors, on va accueillir Denis Lacorne, qui est le directeur de recherche. Je trouve qu'il a eu des propos tout à fait déplacés. Quoi. D'accord. Alors, Denis Lacorne, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po, spécialisé des États-Unis. C'est vrai qu'on est surpris par le ton apaisé, à la fois d'Hillary Clinton, qui a dit « je suis même prête à travailler au succès de l'Amérique aux côtés de Donald Trump ». Et puis ensuite, Barack Obama, c'était il y a quelques minutes sur BFM TV, qui nous dit moi, je préparais la transition en douceur ». C'est la tradition américaine ou c'est une façon aussi de dédramatiser ce qui s'est passé cette nuit? Oui, et parce que c'était mal parti. Si vous regardez le dernier spot, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler, le dernier spot publicitaire de Trump, avec la voix de Trump, c'est un spot qui a d'évidents relents d'antisémitisme et qui est particulièrement choquant. Dans ce spot publicitaire, qu'est-ce qu'on voit? Trump lui-même qui s'en prend au pouvoir globalisé, qui dit ce pouvoir déposséder la classe ouvrière de sa richesse pour la déposer dans, je cite, les poches d'une poignée de grandes entreprises et leur entité politique. Et on voit qui? Les visages très inquiétants du financier George Soros, de Blankfein, le patron de Goldman Sachs, et de Yellen, la présidente de la Réserve fédérale. Donc ça, c'était avant, c'était pour être élu. Maintenant, il est c'est quand même président. terriblement inquiétant de jouer la carte de l'antisémitisme comme ça, de façon Et pourtant, aussi... la communauté juive a voté pour lui. C'est évidente. Je ne sais pas, je n'ai pas les C'est ce chiffres qui de la ressort communauté juive. Je suis des pas lectures sûr que j'ai de ça. pu faire. Mais donc il y a, disons, un comportement qui est plutôt inquiétant. Israël a salué en tout cas. C'est vrai que le géant endormi qui disons, a coulé la campagne d'Hillary Clinton, ce sont les hispaniques qui ne se sont pas mobilisés et les noirs américains. Comment l'expliquez-vous finalement? Parce que c'est peut-être pour ça que tout le monde s'est trompé, c'est qu'on pensait que les minorités, comme on les appelle, hispaniques, latinos, noirs, allaient voter massivement pour Hillary Clinton. Il y avait 4 millions de nouveaux inscrits théoriques sur les listes électorales. Pourquoi n'ont-ils pas voté Clinton?
Ils ont voté, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que surtout les jeunes hispaniques, comme les jeunes en général, votent pas aussi massivement que les personnes plus âgées. Donc il y a ça, et elle n'a pas réussi à les mobiliser qu'on pouvait s'y attendre. Obama aurait sans doute mieux réussi qu'elle, et 80% des Noirs, un peu plus, ont voté pour elle. C'est pas 90%, 95%. Donc elle a perdu un peu les ethniques. Il y a ça. Puis aussi, il y a des problèmes économiques véritables. Je veux dire, c'est pas par hasard que Trump réussit surtout dans la ceinture de la rouille. Donc là, il a parfaitement réussi. Mais aussi en Floride. Et en Floride, le paradoxe de la Floride, c'est que vous avez une communauté hispanique qui est coupée en plusieurs morceaux. Il y a les Cubains qui sont pas particulièrement sympathiques au Parti démocrate, qui sont nombreux. Et puis vous avez des Portoricains, d'autres hispaniques. Et donc, il n'y a pas une communauté unifiée qui lui aurait permis d'emporter la Floride. Les Américains ont voulu renverser la table. C'est compliqué aussi parce que en vote populaire, elle est en tête, semble-t-il, d'après les dernières données. Donc elle a gagné le vote populaire, mais elle a perdu le vote collège électoral. Un peu comme c'est pas la première fois que ça se passe. Bush contre Gore. Bush et Gore. En 2000, exactement. Mais je reviens quand même sur ma question sur la transition en douceur voulue par Barack Obama. Il avait un ton apaisé, même un peu un ton badin. Il a plaisanté Barack Obama. Alors son ami, ton apaisé, hein, alors Hillary Clinton a perdu son ami. Trump également a pas tenu le même discours qu'un discours de campagne. Ça veut dire que finalement tout ça va se passer en douceur? C'est souhaitable, on peut l'espérer. De toute manière, les dés sont jetés. On va pas refaire la campagne. C'est pas comme en 2000 où il y avait encore des comptages qui étaient pas sûrs. Et à 400 voix près, on a élu Bush. Mais là, les choses sont assez nettes. C'est le jeu électoral américain. Et elle a perdu au collège électoral, même si elle a peut-être une majorité des électeurs. Et ça, c'est le côté un peu archaïque de ces élections américaines, bien sûr. Marc Toiti. Oui, effectivement. Moi, je dirais que globalement, on a aussi aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, ce que n'ont pas supporté les Américains, c'est l'augmentation des impôts qui a eu lieu pendant Obama et qui a pas eu la croissance en face. Donc là, il y a également eu... Il y a quand même une croissance aux États-Unis. 1,5%. Oui. Parce que l'année dernière, cette année en 2016, on est autour de 1,5%. Habituellement, donc on a survendu la reprise américaine. Habituellement, une phase de reprise, c'est très simple. Dans tous les cycles, je dirais, de l'histoire américaine, on a une augmentation à ce stade du cycle, on a une augmentation du PIB de l'ordre de 30%. Là, on est à 10-12%. Depuis la dernière récession. Donc, bien sûr qu'on a redémarré, c'est mieux que chez nous, c'est mieux qu'en France ou en Europe, c'est sûr. Mais par rapport à ce qui s'est passé habituellement, il y a eu moins de dynamisme. Et donc, il y a aussi des couches, on va dire, ce qu'on appelle la classe moyenne, je pense, qui a été un petit peu peinée par l'augmentation des impôts, qui là, effectivement, s'est réfugiée, entre guillemets, vers Trump. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que même au niveau européen, aujourd'hui, bon, bien sûr, il y a eu Poutine qui était content, mais même Angela Merkel a déclaré, nous on veut travailler avec vous. Au Canada, pareil. Donc finalement, des déclarations de circonstances. Ça veut pas dire qu'ils sont enthousiastes à l'idée de devoir. Mais ça n'a pas été le cas de François Hollande. Non, mais ça n'a pas été le cas de François Hollande. Il y a quand même une exception française. Oui, François Hollande a eu la réaction la plus froide. François Hollande a eu et ça, c'est quand même un petit peu dangereux parce que même Barack Obama, il a créé le plus de distance aussi. Même Barack Obama n'a pas eu cette réaction. Oui. Donc c'est un petit peu dommageable et je pense que c'est dangereux parce que on reste dans le déni de réalité. Là encore, ce sont des déclarations de circonstances. Il y a une tradition américaine qui est que la transition est toujours une transition aimable, et pour en avoir vécu plusieurs, je peux vous dire que comparé à d'autres, y compris entre des candidats qui n'étaient pas du tout d'accord, si on compare par exemple, si on prend attentivement les mots qui sont prononcés aujourd'hui par Barack Obama et par Hillary Clinton, c'est beaucoup moins chaleureux que ce qui se passe entre Bush et Obama par exemple. Donc il y a quand même encore les relents de cette campagne qui a été très dure. On y met les formes parce que c'est important de le faire, c'est important d'apaiser le pays, on y met les formes aussi parce que c'est la tradition américaine. Mais pour vous donner un ou deux exemples, quand Barack Obama parle d'une présomption de bonne foi, et il revient à plusieurs reprises dans son allocution tout à l'heure, ça veut dire qu'il n'est pas certain que Donald Trump sera de bonne foi. Quand Hillary Clinton dit « j'espère qu'il sera un président qui va réussir pour les États-Unis », ça veut dire qu'elle n'est pas sûre qu'il va réussir. C'est normal. Ces mots-là ont un sens, et dans d'autres transitions, je peux vous assurer que ça n'aurait pas été dit comme ça. C'est là où je vous rejoins. Ce qui va être très important, c'est de voir son équipe. L'administration américaine, qui va-t-il nommer au poste clé, notamment du ministre de la Défense, de l'Intérieur, de l'économie,
Et là, effectivement, on va voir, ça va donner le là. Et à ce moment-là, soit on verra si c'est soft, ou si effectivement, au contraire, il y a une politique trop dure, et là, il y aura des vrais risques sur la croissance Denis mondiale. Lacorne, très vite, certains commencent à dire qu'il y aura une cohabitation entre Trump et le Congrès républicain, parce que on sait que Trump aussi s'est battu contre son propre camp. Oui, contre les élites républicaines qui sont tout à fait libre-échangistes et qui ont des politiques assez différentes, tout à fait. Qui va l'emporter? Le parti républicain est divisé en deux, mais il contrôle le Congrès. Donc Trump sera bien obligé de composer avec le Congrès. Lui n'a jamais été élu, c'est ça le paradoxe. C'est très rare qu'on emporte dans une élection présidentielle alors qu'on n'a jamais été élu au niveau local ou au niveau national. C'est tout à fait exceptionnel. Et il sera bien obligé de composer avec un Congrès qui est bourré d'élus qui ont une grande expérience du politique aux États-Unis. Ils vont certainement l'aider, je pense. Bon, Ils vont pas jouer contre leur propre camp. On va le juger sur pièce. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est là-dessus que j'aurais aimé qu'on puisse discuter, mais enfin, bon, c'est trop tard, c'est que cet homme... Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il nous reste une minute, allez-y. Il s'est fait jeter par tout le monde. Par tout le monde. Bon, toute la classe d'autorité, tous les ecclésiastiques politiques, bon, c'est vrai, l'ont jeté en disant qu'il était infréquentable, etc., etc. Et le peuple n'en a pas tenu compte. Alors moi, j'en arrive à me demander s'il n'y a pas l'effet d'un contre-discours. Vous voyez ? Si finalement, il n'y a pas un effet de répulsion provoqué par le discours d'institution. C'est ça qui m'intéresse. Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais je me pose vraiment la question. Et si c'est vrai qu'il y a un effet de répulsion du discours médiatique, du discours politique, on entre dans un autre monde. Merci messieurs. Voilà. Merci messieurs. Il avait une minute, il les a prises. Merci Gilbert Collard, merci Monsieur Lacorne, merci Marc Toiti, Avec plaisir. Thierry Arnaud.